C'est parti. Mesdames, Messieurs, un conflit d'emploi du temps, dont je ne me suis avisé que récemment, joint à la malencontreuse grève des transports, me prive du plaisir de me trouver aujourd'hui physiquement parmi vous. Croyez que je le regrette, et ce d'autant plus que j'avais accepté avec enthousiasme l'invitation de M. Fournet de participer à ce colloque, dont la problématique, tout en ne figurant certes pas au cœur de la discipline, touche malgré tout au rivage de l'égyptologie. Je confie donc à cet enregistrement le soin de me représenter. Le titre de ma communication oppose les catégories littéraires et documentaires pour caractériser un certain nombre de documents égyptiens d'époque pharaonique. Comme cette dichotomie ne fait au fond que renouveler l'opposition classique entre littéraire et non littéraire, je traiterai d'abord de celle-ci avant d'aborder la substitution récente de documentaire à non littéraire. L'Égypte ancienne a produit une abondante moisson de documents, écrits tant sur papyrus que sur divers autres supports. Or, quand on en consulte les publications, force est de constater que les adjectifs littéraires et non littéraires ne sont que peu ou pas employés pour les classer dans des catégories opposées formant système. À vrai dire, le seul emploi systématique de ces adjectifs dont j'ai connaissance porte sur un corpus de documents très particuliers et provenant pour l'essentiel d'un seul site archéologique, à savoir les textes écrits sur ostraca en cursive égyptienne hiératique et provenant du site archéologique de Der el-Médineh sur la rive gauche de Luxor. Fouillés par des missions archéologiques italiennes et allemandes, puis par l'Institut français d'archéologie orientale de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours, ce site est formé par les vestiges d'un village d'ouvriers et d'artisans, employés par les pharaons du Nouvel Empire à creuser et décorer leurs tombes et celles de leurs familles dans les vallées des rois et des reines. Pour nous en tenir aux seules fouilles françaises, le site a produit près de 20 000 ostracas, dont la grande masse a été exhumée autour de 1950 d'un puits inachevé creusé au Nouvel Empire dans l'espoir déçu d'approvisionner le village en eau. 700 ans plus tard, à l'époque ptolémaïque, à l'occasion de la construction d'un petit temple dédié à diverses divinités locales, ce puits, resté béant et posant dès lors un évident problème de sécurité, fut comblé au moyen des vestiges du village, parmi lesquels nos ostracas, mêlés à toutes sortes de matériel archéologique. Comme il appert de la nature fortuite de leur support, ces ostracas contenaient fondamentalement des textes qui n'avaient pas vocation à être conservés, comme des exercices de scribe, des messages ou la version provisoire de textes recopiés ensuite sur papyrus, ce qui confère au grand puits de Der el-Médineh la qualité d'être, pour ainsi dire, la plus grande corbeille à papier du monde. En 1925, l'IFAO chargea le savant tchécoslovaque Jaroslav Černý, attaché aux fouilles de Der el-Médineh, de publier les ostracas qu'on découvrait sur le site, sans précision de catégorie. En 1929, cependant, leur nombre devint tel que la tâche s'avéra trop lourde pour un seul homme, d'autant que Černý se trouvait simultanément chargé de publier les ostracas hiératiques du musée égyptien du Caire. En janvier 1934, selon les propres termes de Černý, le travail fut divisé entre M. Posner et moi. M. Posner assumant la publication des ostracas contenant des textes littéraires, religieux et magiques, tandis que je me chargeais du reste. De son côté, en 1938, Georges Posner ajoutait que les textes réunis sous le vocable général d'ostracas littéraires comprenaient, je cite, des textes écrits sur des tessons de poterie et des éclats de calcaire, mais aussi des textes recouvrant des vases entiers et des tablettes de calcaire poli. Soulignant le caractère très varié de ces documents, il ajoutait
il renferme, à côté de compositions littéraires proprement dites, des formules magiques, des hymnes aux dieux, des recettes médicales et des lettres modèles. Ces citations sont extraites des préfaces des catalogues d'Ostraka, dont Czerny et Posner entreprirent la publication en 1934, respectivement le catalogue des ostraka hiératiques non littéraires et le catalogue des ostraka hiératiques littéraires de Der el-Médinès. Si l'on en accepte la mention fortuite de, je cite, 3 ostraka littéraires dans un rapport de fouille de 1927, c'est donc en 1934, dans le titre des publications que nous avons dites, qu'on vit apparaître les adjectifs littéraires et non littéraires pour qualifier 2 catégories d'ostraka trouvées à Der el-Médinès. 2 catégories opposées mais complémentaires, auxquelles fut plus tard adjointe, pour des raisons qu'il est superflu d'expliquer, celle des ostraka figurés, qui tombent cependant hors de notre propos. Ces désignations de littéraires et non littéraires se sont conservées jusqu'à nos jours dans le titre des catalogues d'ostraka de Der el-Médinès, dont la publication, 85 ans après son inauguration, reste un chantier en cours. Comme il ressort en partie des citations dont j'ai fait état et plus généralement de l'étude des documents eux-mêmes, la frontière entre les 2 catégories d'ostraka littéraires et non littéraires est bien plus floue que ces désignations ne le laisseraient penser. Rien notamment ne distingue fondamentalement l'une de l'autre les 2 catégories sur le plan des caractéristiques physiques. Sans doute certains ostraka littéraires sont-ils écrits dans une écriture de plus grand module que les ostraka non littéraires et sur de plus grands tessons, parfois sur un vase entier, comme le signalait Posner, mais il ne s'agit pas, loin de là, d'une règle générale. Ce n'est en fait le plus souvent qu'en lisant un ostrakon qu'on peut décider de son appartenance à l'une des 2 catégories. Le cas d'ailleurs n'est pas rare, si vous voulez bien me passer l'expression, d'ostraka amphibie, portant d'un côté un texte littéraire et de l'autre un texte non littéraire. Voici justement l'exemple de l'ostrakon 1086 de Der el-Médinès, dont le recto porte un extrait d'une composition littéraire connue en partie par le papyrus Anastasie IV, et le verso, une liste d'objets ayant peut-être servi à l'achat d'un bien. Le même flou se manifeste lorsqu'on aborde les caractéristiques génériques des textes portés sur les ostrakas. Ceux qu'on appelle littéraires, nous l'avons vu, comprennent des textes littéraires proprement dits, mais également des textes magiques et religieux, ainsi que des textes pédagogiques ou scientifiques. Quant à la catégorie des ostraka non littéraires, il s'agit, comme d'ailleurs cette qualification l'indique, d'une véritable catégorie attrape-tout, destinée, selon le mot même de Czerny, à contenir le reste de la documentation. Cependant, et tout en revendiquant la responsabilité éditoriale de ce reste, Czerny s'empressait d'en exclure 2 groupes de documents qui auraient pu à bon droit en faire partie et qui depuis ont été publiés dans des catalogues séparés. Il s'agit des documents dits poids à inscription hiératique, qui sont le plus souvent des contre-marques d'outils, et les dipinti, dits étiquettes de jarre, portées sur la panse des vases pour en indiquer le contenu. De ce fait, et pour l'essentiel, la série des ostraka non littéraires de Der el-Médinès comprend des documents relevant d'une part du travail des ouvriers qui peuplaient le village, journaux administratifs, distribution de nourriture ou d'outils, liste d'ouvriers, etc. De l'autre, des autres aspects de leur vie quotidienne, lettres et messages, documents judiciaires ou juridiques, questions aux oracles, etc. Pour des raisons qui me sont inconnues, un groupe d'ostraka portant précisément des questions aux oracles fit un temps l'objet d'une publication séparée par Czerny sous forme d'article avant de réintégrer le catalogue des ostraka non littéraires. Enfin, et exclus eux aussi de la catégorie des ostraka non littéraires, on notera l'existence d'au moins 3 autres types de documents qu'on s'attendrait logiquement à y voir figurer. Il s'agit premièrement des tessers onomastiques, qui sont des ostraka portant seulement un nom propre,
Deuxièmement, des documents employant des monogrammes servant à identifier les ouvriers selon un système para- ou infrascriptural. Et troisièmement, des documents appartenant à des catégories par ailleurs représentées dans le corpus, mais employant une notation tachygraphique à laquelle est généralement associé le système de monogramme précédemment cité. L'ensemble de cette documentation est actuellement à l'étude ou en cours de publication. Comme l'indiquent à la fois tant les citations de Tcherny et de Posner que nous avons rapportées plus haut que l'étude même de la documentation, la répartition des ostracas de Derelmedinet entre catégories littéraires et non littéraires ne semble avoir reposé sur aucune considération théorique. Elle est au contraire, et de toute évidence, le fruit d'une répartition de circonstances forgée par la nécessité de diviser une tâche de travail trop lourde entre deux savants en fonction de leur centre d'intérêt respectif. Les papyrus de Derelmedinet, au contraire, pour ne donner que cet exemple, n'ont jamais fait l'objet d'une telle répartition, leur publication regroupant des textes que nous dirions littéraires et non littéraires. Dans l'opposition de vocabulaire entre littéraire et non littéraire, la première qualification jouit tout naturellement d'une valorisation sémantique au détriment de la seconde par le fait qu'elle énonce une caractéristique positive, une prime qui témoigne peut-être, d'une certaine manière, de la place prépondérante occupée par les belles lettres dans les études historiques d'avant l'école des annales. Or, depuis une date que je ne puis préciser, mais qu'on peut situer vers le début du présent siècle, l'opposition de principe entre littéraire et non littéraire connaît le début d'une remise en cause. Cette remise en cause, à vrai dire, ne porte que sur l'adjectif non littéraire. Bien que celui-ci soit conservé par commodité dans le titre de la publication des ostracas ainsi désignés, l'absurdité qu'il y a à les définir par une non-qualité a finalement conduit à la recherche d'une nouvelle désignation. Cette recherche, qui connote évidemment l'évolution qui a conduit à placer la documentation non littéraire au cœur des préoccupations de l'historien, explique qu'on tende aujourd'hui à désigner nos anciens ostracas non littéraires comme des ostracas documentaires. Cette évolution terminologique qui, soulignons-le, est encore loin d'être systématiquement adoptée, n'est pas des plus heureuses. On pourrait même arguer qu'à proprement parler, elle ne veut rien dire, ou du moins remplace une absurdité par une autre. Ne paraît-elle pas impliquer, en effet, que les ostracas littéraires ne sont pas des documents? Pourquoi ne pas aller jusqu'à requalifier ceux-ci, dans ces conditions, comme des ostracas non documentaires? Malgré ses défauts, cette nouvelle désignation, qu'on peut n'espérer que temporaire, offre le début d'une redéfinition pour des documents dont la désignation la plus correcte pourrait être, malgré sa longueur, ostracas de la pratique administrative et privée. J'ose espérer que les quelques informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter serviront à nourrir le débat autour duquel s'organise ce colloque, et, dans l'immédiat, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.